Guy, veux-tu bien nous parler des préparations de base autour des fumets et jus de coquillage? C'est une rousse affriolante, la belle marchande de poissons. Elle a les mains un peu collantes et le teint râlé d'un vieux pêcheur breton. Mes amis de la fête de la gastronomie et tout le monde, évidemment, hein, nous sommes heureux avec mon ami Guy, nous sommes heureux de vous accueillir dans l'épisode 36 où Guy va vous parler des entrées chaudes, des préparations de base autour des fumets et jus de coquillage en vue des repas de fin d'année dont Guy a commencé déjà à nous parler. Et alors, avant que je passe la parole à Guy, euh, juste avant que nous fassions cet enregistrement pour l'épisode 36, ça fait déjà au moins une heure et demie que l'on parle avec Guy. Alors nous sommes en visioconférence. Guy est en Belgique, moi je suis en France, en Haute-Savoie. Ça fait à peu près une heure et demie qu'on parle de nos expériences culinaires à l'un et à l'autre. On parle vin, on parle recettes, Expérience on parle culinaire récente d'ailleurs, hein. et expériences culinaires récentes. Donc c'est ça qui est extraordinaire. À la limite, je me dis, on pourrait enregistrer tout ce que l'on Tout ce qu'on dit dit, voilà, pour faire participer nos, nos nos, nos, auditeurs. nos auditeurs. Mais enfin bon, peut-être on fera ça une fois précédente, mais c'est vrai, hein, on pourrait le faire. On pourrait le faire, oui, Guy, tout à fait. euh, Guy, veux-tu bien nous parler des préparations de base autour des fumets et jus de coquillage? Voilà, alors je vais peut-être situer un tout petit peu le contexte. Claude m'avait Je, demandé de je t'en prie. réaliser un menu, je dirais, aux accents belges, on va dire ça comme ça, pour Oui. sortir un peu de l'ordinaire. Et je lui aurais proposé toute une série de possibilités de plats. Nous avons vu lors d'épisodes précédents comment on pouvait utiliser du foie gras dans des conditions qui ne mettaient pas la bourse à trop rude épreuve, si je peux employer l'expression. Hein, Oui. le portefeuille, disons, de nos jours a plutôt tendance à se dégarnir, donc on peut passer de très bonnes fêtes de fin d'année sans pour autant faire des dépenses somptuaires. Et alors, il y a un plat qui est très très connu en Belgique, surtout dans la partie nord du pays finalement, c'est le waterzooi. Et le waterzooi, il a ce site particulier, c'est que c'est un plat qui est à la fois très ancien, qui se décline de nombreuses manières et qui est originaire de la ville de Gand. Alors, je vais un petit peu vous situer la ville de Gand, parce que bon, quand on est dans le fin fond de la France, du côté des Alpes, ça peut paraître très loin. On connaît peut-être le nom de la ville, mais ça se limite à ça. En fait, la ville de Gand, c'est la capitale historique de la Flandre. Alors, la Flandre, au Moyen Âge, c'était un comté extrêmement puissant. Il y avait deux Flandres, hein, en quelque sorte. Il y avait ce qu'on appelle la Flandre royale et la Flandre impériale. Alors, la Flandre royale était située à l'ouest de l'Escaut et de la Lys, qui est un affluent de l'Escaut, qui donc se jette dans l'Escaut à Gand. Donc, ce sont deux petites rivières, hein. L'Escaut est un fleuve, mais il faut quand même reconnaître que ce n'est pas un fleuve. Je dirais, ce n'est pas le Rhin, ce n'est pas le Rhône. Enfin, bon, ce n'est pas Hmm. un fleuve de la Oui, même dimension, hein. C'est un petit fleuve. oui. Et alors, tout ce qui était donc à l'ouest de Gand, c'était en fait la Flandre qui était un comté, la Flandre royale. Pourquoi royale? Parce qu'elle dépendait du royaume de France. Et à droite, c'était la Flandre impériale parce qu'elle relevait du Saint-Empire romain germanique. Et quand on se rend encore à Gand, en ville, hein, il y a comme ça toute une série de canaux et à l'est d'un de ces canaux, eh bien, on passe la frontière qui existait entre le royaume de France et l'empire romain germanique, même si Mhm. on ne parlait pas allemand, on parlait le tiwa, on parlait donc le flamand. Et il y a d'autres parties, je dirais en Belgique, on parlait le français, ou en tout cas, non pas le français tel qu'on le parle actuellement, mais une langue romane qui était, disons, pratiquée à l'époque. Alors, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la ville de Gand a ce site particulier, c'est qu'elle est donc située au confluent donc des deux rivières, mais on ne sait pas dire exactement où le confluent se situe. Pour une raison toute simple, c'est que le territoire de la ville a été tellement creusé de canaux, de bras de rivière, etc., qu'on ne sait même plus à l'heure actuelle quel était le véritable bras d'origine, je dirais, par lequel la Lys se jetait dans l'Escaut. Ah, Si vous vous rendez un jour à Gand, et si un jour, Claude, vous venez en Belgique, nous irons à Gand, je l'espère, parce que c'est une ville qui mérite oui, véritablement le détour. oui. C'est un petit peu comme à Bruges, hein. Il y a des canaux partout, il y a des bras de rivière partout. D'ailleurs, il y a des excursions
en bateau qui emmènent les touristes d'un côté à l'autre de la ville, des excursions d'1 heure et demie, des excursions de 3 heures, des excursions de 10 heures, enfin tout ce qu'on veut. Et on a l'occasion comme ça de passer du bon temps sur la rivière et sur les bras de rivière. Alors, qu'est-ce qui explique qu'il y a donc cette préparation? D'abord, le waterzooi, qu'est-ce que ça veut dire? Water, c'est eau, hein, Oui, en néerlandais. Et zooi est un ancien mot qui veut dire que l'on fait chauffer, qu'on fait bouillir l'eau. Donc, le oui, waterzooi, c'est finalement une préparation qui nous renvoie à un mode de préparation qui est le fait de cuire, de pocher dans de l'eau. Alors, oui. la recette d'origine, c'est un waterzooi de poisson. Alors, comment explique-t-on ce waterzooi de poisson? Alors, je me suis un petit peu informé pour voir à quoi c'était dû. C'est de nouveau quelque chose d'historique, puisque ça date du XIIIe siècle. Pensez bien, ça remonte à Ah longtemps, hein. oui, Il oui, paraîtrait qu'on aurait construit, d'ailleurs c'est ce que vous verriez si vous regardiez Wikipédia, on aurait construit à un moment donné un moulin sur un des bras de la Lys, donc la rivière qui jette dans l'Escaut. Et ce moulin était censé, parce qu'il y avait certainement, à mon avis, un barrage, hein, de manière à faire fonctionner le moulin, était censé réguler le cours de la Lys et le niveau de la Lys. Et comme c'est un moulin où apparemment, et je vous reparlerai du blé après, oui, c'est un moulin donc qui avait la tendance de laisser fuir, hein, par son fonctionnement tout simplement, hein, donc des résidus de mouture, de la farine ou bien du son, etc. De sorte qu'il y a eu à un moment donné énormément de poissons, puisque les poissons venaient pour se nourrir justement de ces résidus qui tombaient naturellement dans la rivière. Et il y a oui, eu tellement de poissons qu'on a dit, mais bon, ce poisson, on va l'utiliser. Il a été pêché, il y a eu énormément de pêcheurs, et on l'a consommé sous forme de poisson qui était poché dans de l'eau, tout simplement, avec des légumes. Et c'est ça l'origine apparemment du plat, qui ah, bien sûr a oui, évolué au fur et à mesure des siècles, je vais vous en reparler. Alors, je vous parlais du blé, pourquoi? Parce que Gand était une ville extrêmement riche, et il y avait deux grandes sortes je dirais, de choses qui rendaient la ville riche au Moyen Âge. C'était d'une part l'industrie drapière, parce on fabriquait à Gand et dans la Flandre en général les plus beaux draps d'Europe occidentale. C'est la raison pour laquelle la ville était connue. Et il y avait également, je dirais, le stockage du blé. En fait, le blé venait du nord de la France actuelle et du sud, donc du comté de Flandre. Il était acheminé soit par l'Escaut, soit par la Lys jusqu'à Gand. Et à Gand, il était déchargé sur les quais du port. Il était entreposé. L'entreposage faisait qu'il y avait négoce, faisait qu'il y avait taxe. Évidemment, les seigneurs, les comtes de Flandre prélevaient bien une taxe sûr. Oui, sur la chose, hein, et c'était ça qui rendait la ville extrêmement riche, c'était le fait qu'on y entreposait du grain et on y oui, stockait du grain qu'on arrêtait volontairement là. Et pour pouvoir poursuivre sa route, le grain devait être stocké, devait être déchargé, rechargé, taxé. Donc voilà, c'est ce qui avait enrichi la ville. Donc ça explique la présence du grain, explique la présence du moulin, la présence du moulin explique la présence des poissons, la présence des poissons explique la naissance de la recette qu'est le waterzooi. oui, Et comme je l'ai oui, déjà dit, la cuisine s'explique toujours à la fois par l'histoire et par la société dans laquelle le plat vient au monde. Alors, oui, ce plat a évolué évidemment, hein. On peut bien sûr imaginer, c'est un plat qu'on appelle un plat potage, hein. Quand on sert un oui, waterzooi, que ce soit un waterzooi de poisson ou un waterzooi de volaille, en principe, on ne sert pas de potage au cours du menu, parce que le plat sert de potage, étant donné que la sauce est extrêmement longue. C'est en fait, je dirais, un plat qui est un peu un plat mixte, hein. donc Alors, avec, avec le poisson, est-ce que c'est un peu apparenté à la bouillabaisse? Alors, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai qu'on pourrait Ah, l'apparenter un peu à la bouillabaisse dans la mesure où c'est un plat qui est cuit avec un mouillement relativement long, avec des légumes, et on le consomme de la même manière, si ce n'est que bon, quand on le prend en plat, on ajoute des pommes nature de manière à avoir un féculent, hein. Mais évidemment, les pommes de terre sont arrivées bien après la naissance du plat, puisque les pommes de terre nous viennent des Amériques, donc après les oui, années 1500, tandis que le plat apparemment date déjà du XIIIe siècle, hein. Donc, il n'y avait pas de oui, pommes de terre à l'origine de la naissance du plat. oui, Par oui, contre, on y met des légumes, on y met de la carotte, on y met du céleri, on y met du poireau. Alors, tout en s'imaginant un petit peu, c'est que la carotte que nous connaissons actuellement est relativement récente, hein. Elle a quelques oui. siècles, bien sûr, mais la carotte telle que nous la connaissons maintenant, bien orange, bien tendre, sans fil, elle n'existait pas telle quelle au Moyen Âge, hein. On Oui, pense que oui, l'ancêtre de la carotte du côté du Moyen Âge, c'est un petit peu comme le panais actuel, moins coloré, donc plutôt jaune plutôt qu'orange, et plutôt fibreuse plutôt que tendre et délicate comme nous la connaissons, hein. Mais enfin oui, voilà, oui, c'était les oui, trois.
les trois légumes, disons, qui entrent dans la confection du waterzooi. Alors, on peut imaginer qu'à l'origine, on faisait bouillir de l'eau, on la salait, on y cuisait le poisson et on y mettait les légumes. Et puis ça se dégustait, je dirais, un peu comme un bouillon de poisson avec les légumes et avec le liquide qui avait servi à la cuisson. Alors Oui. par la suite, la préparation va s'enrichir. Il faut savoir qu'au Moyen Âge, les grandes étapes de liaison, ça se faisait au pain dans les recettes du Moyen Âge, hein. Oui. Et c'est plus tard, à la Renaissance, qu'on va inventer le roux. Donc le roux qui est ce mélange de farine et de matière grasse. Or, Hmm. les liaisons au roux sont beaucoup plus fines que les liaisons au pain, hein. Mais la Oui, bien manière de sûr. consommer les soupes au Moyen Âge, c'était des soupes dans lesquelles on ajoutait des gros morceaux de pain, des tranches de Oui. pain qui buvaient le Oui. liquide et ça servait de repas complet et le pain remplaçait, je dirais, judicieusement les pommes de terre. Quand on Oui. a inventé le roux, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, au lieu d'ajouter du pain pour consommer le plat, on a utilisé le liquide qu'on a lié au roux de manière à avoir un velouté, hein. Et puis par la suite, le velouté est écrémé, ça bonifie quand même la recette. Et ensuite, on y a même ajouté des jaunes d'œufs. Donc la recette finale de Waterzooi consiste à utiliser le liquide de cuisson des choses que l'on y place, que ce soit du poisson, des crustacés, des coquillages, du poulet dans certaines versions, c'est la version la plus courante, hein, c'est du poulet. On utilise du roux pour lier le liquide de cuisson, on en fait un velouté et on enrichit ce velouté, on le bonifie avec une liaison jaune de crème et après on remet les légumes, disons, en garniture. Voilà, ça c'est un Mhm. petit peu l'histoire du plat, hein, tel qu'il est D'accord. actuellement. Si vous allez à Gand, vous allez pouvoir manger le plat de cette façon-là. Mais ce que je Oui. ferai dans l'épisode précédent, c'est vous donner de manière précise la recette dont je viens de vous faire une ébauche, mais je vous donnerai également une autre recette qui est une recette, je dirais, beaucoup plus noble. On va faire une sauce qui sera beaucoup plus courte, ce ne sera plus un potage, ce sera réellement un plat à ce moment-là qui peut servir d'entrée, avec une sauce crémée, mais beaucoup plus riche et beaucoup plus gastronomique selon nos critères actuels. Donc ça, ce sera pour D'accord. l'épisode suivant. Alors, D'accord. par contre, j'ai envie de vous parler dans cet épisode-ci, c'est des fumets et des fonds de cuisson qui peuvent être utilisés dans la cuisine de poisson. Alors, je Oui. vais citer le fumet de poisson classique, le jus de moule, le fumet de moule et le fumet de coquille Saint-Jacques. Et je vais vous expliquer tout ça dans le détail. N'ayez Très crainte, ça bien. va être facile. Alors, un fumet de poisson, c'est finalement, on appelle ça fumet, non pas fond de poisson. Pourquoi? Parce que je dirais que il y a comme ça quelques petites particularités en cuisine, hein. Pour le veau, on va parler de jus de veau, hein, de jus de veau brun, ou Oui. éventuellement de fond blanc de veau. Pour Oui. le Oui. fond brun, on va dire du fond brun et non pas du jus de je ne sais quoi, on dit du fond brun. Eh bien, Oui. pour le poisson, on ne dit pas du fond de poisson, on dit du fumet de poisson. Oui. Pourquoi? Parce que on considère peut-être que c'est un peu plus subtil, que c'est un petit peu plus raffiné qu'un fond, et d'autant plus que ça cuit nettement moins longtemps, hein. Oui. Si je peux conseiller à nos auditeurs, à nos auditrices, et je dirais à la ménagère lambda ou aux passionnés de cuisine, c'est de faire son fumet de poisson soi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a des marques qui nous vendent du fumet de poisson dans des bocaux. On trouve ça en grande surface. Et je ne suis pas très content pour une raison toute simple, c'est qu'on vous vend de l'eau au prix, je dirais Oui. au prix de l'or quasiment, hein, Oui. Oui. au Oui. prix du vin grand cru. Bon, Oui. je suis toujours très déçu. J'ai déjà testé évidemment les fonds et les fumets. Je trouve qu'on vend très très cher finalement quelque chose qui ne donne pas beaucoup de satisfaction. Or, Oui. un fumet de poisson n'est pas du tout compliqué à faire et c'est même très rapide à faire. Donc, il y a peut-être intérêt à le faire soi-même, en faire une certaine quantité et puis après à le stocker au congélateur de manière à l'avoir sous la main quand on en a besoin. Parce que c'est quand Oui. même vraiment utile lorsqu'on fait une sauce poisson ou bien lorsqu'on doit simplement pocher du poisson ou lorsqu'on a envie de réaliser une biste, par exemple, on mouille ça avec du fond de poisson aussi, du fumet de poisson, c'est de le faire soi-même, ça coûte nettement moins cher et c'est surtout nettement meilleur. Alors, de quoi avons-nous besoin? On a besoin d'arêtes et de parures de poisson. Alors, il y a une grande règle pour faire un bon fumet de poisson, c'est d'utiliser uniquement et quasi exclusivement des arêtes de poisson plat. Alors je vais citer la sole, la limande, la sole limande, la plie, le turbo évidemment, hein, qui sont Oui. les grands poissons les plus fins dans la cuisine française pour pouvoir effectuer donc des fumets de poisson. Jamais de Oui. peau, jamais de peau, parce que la peau n'amène absolument rien. La peau, au Oui. contraire, elle va donner, je dirais, de la colle. Et la colle est très désagréable dans les fumées de poisson, dont la peau n'amène rien, il ne faut surtout pas en mettre. Et je pense que l'intérêt, c'est de pouvoir demander à son poissonnier, et ça,
c'est intéressant de le faire à l'avance puisque ça se conserve sans problème au congélateur. Vous ne devez pas réaliser vos fumées de poisson la veille du réveillon ou la veille de votre repas. Vous en faites quand vous avez le temps, quand vous en avez l'opportunité. Donc il faut demander à son poissonnier s'il peut vous garder des arêtes et vous lui spécifiez bien des arêtes de poisson plat. Alors, pourquoi pas des poissons ronds, vous allez me demander, Claude? Oui, absolument. Pourquoi pas du saumon? Pourquoi pas de la truite, par exemple? Eh bien, parce que ces poissons-là sont beaucoup plus gras et de un, et deuxièmement, ils ont des goûts spécifiques. Alors, on peut très bien envisager, si on a, je dirais, dans un ensemble d'arêtes de poisson plat, si on a éventuellement 2 arêtes de truite, on peut les mettre, hein, c'est pas dramatique. Oui, Mais le goût est spécifique. Et alors, dans le ouais, cas du saumon, on pourrait envisager de faire du fumet de saumon à une condition, c'est que le fumet en question soit utilisé pour des préparations de saumon. Mais oui, si vous faites, par exemple, des filets de sole avec un fumet de saumon, ça ne va pas aller. L'inverse, par oui, contre, ne pose pas problème. ouais, D'accord? Donc, les ouais, poissons ouais, ronds, on évite, hein. oui, Donc, on d'accord. évitera aussi la lotte, on évitera l'esturgeon, on évitera la truite saumonée, on évitera tout ça, hein. On ne D'accord. prend que des poissons plats. Tu m'autorises une question, Guy? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'aimerais revenir sur la peau. Je pensais que en mettre un peu, ça servait de gélifiant. Alors, tu Mais as non, parlé de colle. je vais dire pourquoi. Je vais dire pourquoi. Parce que naturellement, les arêtes de poisson sont déjà gélifiantes par elles-mêmes, hein. Ah OK? oui, d'accord, Alors, d'accord. je vais spécifier également que le fumet ne doit pas cuire trop longtemps, sinon il y a une trop grande extraction justement du collagène Ah et de oui, la partie, je dirais, colle des arêtes. Et quand on oui, utilise un fumet qui est trop gélatineux, parce que bon, quelquefois ça arrive, hein, j'ai déjà vu des fumets qui étaient véritablement pris en gelée, hein, quand ils oui, sont oui, froids. Lorsqu'on a un oui, fumet comme ça, on a après une sauce qui colle à la langue et qui colle aux lèvres. Et c'est oui, oui, extrêmement désagréable. Donc, on va oui. réaliser après une sauce crème, par exemple, hein, Hum, avec un fumet comme ça. Moi, je le sens tout de suite, hein. C'est un hum, défaut. En fait, quand on consomme une bouchée de cette sauce-là, on a tout de suite les lèvres qui collent. oui, C'est assez oui, c'est spécial, vrai. hein. On a Oui, oui, vraiment tout les à lèvres fait. qui collent et la langue qui colle au palais. Et ça, ce n'est pas Oui, une qualité. Donc, oui, on évite donc de mettre les peaux parce que les peaux n'amènent absolument rien, ni au niveau gustatif, ni au niveau organoleptique, puisque justement, il y a une trop grande extraction je dirais, de tout ce qui est colle de la partie des peaux et des arêtes. Alors, donc, parfait. on a besoin d'un kilo d'arêtes. Alors, je dirais que les professionnels, ils ont une astuce, eux, hein, parce que maintenant, les professionnels achètent de moins en moins des poissons à la découpe par eux-mêmes, hein. Oui. On achète beaucoup maintenant du poisson qui est déjà portionné, surtout en collectivité. Hum, Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange avec les fournisseurs en poissons, souvent ce sont des grossistes, qui eux, par contre, reçoivent les poissons bruts et puis après les découpent, hein, que ce soit automatiquement ou bien avec du personnel. Et alors, ils vendent des arêtes surgelées. Et ça, c'est très pratique, hein. Quand on peut Ah, s'organiser, qu'on peut demander ça à son poissonnier, c'est de dire, tiens, est-ce que vous n'auriez pas, par hasard, moyen que je puisse avoir des arêtes surgelées? On vend ça souvent dans des boîtes surgelées et c'est scié avec une scie ruban, hein, au préalable, de sorte qu'on a des gros blocs qui font à peu près un mhm, kilo, hein, et alors on mhm. utilise un kilo d'arêtes comme ça. Les professionnels, c'est ce qu'ils font. Ils achètent des arêtes surgelées, c'est extrêmement pratique. Alors, on Oui, a besoin oui, donc des arêtes. Le mieux, quand on n'a pas la possibilité d'en acheter en surgelé, c'est de demander à son poissonnier, on les reçoit, on les congèle et quand on en a une certaine quantité, on fait son fumet. OK? oui, Alors, oui, je vous donne ici les proportions pour un kilo d'arêtes au départ. Autant vous dire on ne pèse pas réellement, mais c'est pour que vous ayez une petite idée, parce que quand on n'a vraiment aucune oui, idée, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc, pour absolument. un kilo d'arêtes, on a besoin d'à peu près 300 à 400 grammes d'éléments aromatiques. On considère que les arêtes, ce sont les éléments gustatifs, c'est elles qui vont Oui, donner le goût au fumet. Et puis, on a besoin d'éléments aromatiques. Alors, les éléments aromatiques, qu'est-ce que c'est? Moi, je mets toujours oignons, échalotes, poireaux, céleri blanc et champignons. Alors, alors, j'explique un petit peu tout ça. poireau, oui, d'accord, Je vais poireau blanc, expliquer vert, tout ça. Non, non, ça, je vais ça, expliquer tout ça dans le détail. Alors, d'accord, oignons, échalotes, pourquoi? On pourrait ne mettre que de l'oignon, hein. Par contre, beaucoup de sauces poissons sont à base d'échalotes et l'échalote a un goût plus fin. Donc, moi, oui, je conseille de mettre, par exemple, 125 grammes du total oignon échalote. On pourrait mettre une cinquantaine de grammes d'échalote et 75 grammes d'oignon, de l'oignon blanc, hein. oui, oui, Ça, c'est oui. pour l'oignon échalote. Alors, le poireau, une centaine de grammes. On met du Ah, blanc de poireau et éventuellement du vert très clair, c'est-à-dire, ce n'est même pas du oui, vert, c'est la partie où le blanc de poireau commence à devenir un peu jaune, oui, OK? oui, Alors, d'accord, pourquoi est-ce qu'on ne met pas du vert? Parce que le vert est piquant, le vert est âcre et le vert va colorer légèrement le fumet.
et on va éviter. Donc on met la partie, je dirais, inférieure du poireau, blanc et jaune très clair. Oui. Alors, on en met une centaine de grammes. Alors le céleri, c'est bien d'en discuter également. On en met entre 75 et 100 grammes pour la quantité que je viens d'indiquer. Pourquoi? Parce Céleri que le branche? céleri blanc. Alors, céleri blanc branche, oui, d'accord, pas du céleri D'accord. rare, mais du céleri blanc. Alors, il y a une grosse discussion. Certains mettent du céleri vert. Je ne suis pas partisan du céleri vert. Pourquoi? Parce que le céleri vert est relativement acre également. Il est très puissant. Alors, il Oui. faut en mettre Oui. moins. Oui. Si on a un céleri perpétuel chez soi, on peut éventuellement en mettre, mais alors on diminue un petit peu la dose. Il ne faut pas que le céleri domine. Le céleri doit Oui. participer au goût, mais il ne doit pas dominer l'ensemble. Et Oui. alors, je Oui. mets un petit peu de champignons. Alors, le champignon, à peu près 75 grammes aussi. Alors, anciennement, on mettait des épluchures de champignons. J'explique pourquoi on le faisait, pourquoi on ne le fait plus. À une époque, le champignon entrait dans beaucoup de préparations, je dirais, de poissons, mais les Oui. champignons ne savaient pas être conservés dans les mêmes conditions qu'actuellement. Alors, si vous prenez un Oui. champignon blanc de carrière, qu'on appelle le champignon de Paris, c'est un champignon qui a tendance à sécher, sa peau a tendance à sécher. Ok? Surtout quand il était mal conservé. Rappelons-nous, les réfrigérateurs actuels, ça date en gros d'un siècle, hein. Mais toutes les Oui. recettes de la cuisine classique française, elles datent déjà du 19e. Donc, on recevait des champignons dans les restaurants, d'accord, mais les moyens de conservation n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Et les champignons, d'abord, ils ne se déplaçaient pas aussi vite qu'actuellement de l'endroit de production à l'endroit de consommation, et on les gardait dans des conditions qui étaient moindres que celles d'aujourd'hui, hein. C'était l'époque Oui. Oui. des anciens timbres à poissons. Vous aviez le marchand de glace qui amenait des pains de glace tous les jours. Oui. Vous Oui. aviez sur la partie centrale du réfrigérateur de l'époque des bacs dans lesquels vous mettiez des pains de glace, et puis vous aviez de chaque côté deux portes qui profitaient du froid dégagé par la fonte de la glace. Mais ça Oui. n'avait pas, je dirais, le même rendement, je dirais, de réfrigération qu'un frigo ventilé d'aujourd'hui. Donc les Oui, bien produits, que sûr. ce soit les produits de viande, que ce soit les produits de poisson, que ce soit même certains légumes, n'avaient pas la même facilité de conservation qu'aujourd'hui. Et les champignons avaient tendance à sécher. Comme on ne voulait pas mettre la peau des champignons séchés dans les recettes, on épluchait les champignons. Or, Oui. actuellement, le fait d'éplucher les champignons n'est plus une nécessité. Mais par Oui. contre, le champignon amène réellement quelque chose au niveau gustatif dans le fumet de poisson. Donc, Oui. on mettait Oui. les pieds et les épluchures. Ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On sacrifie deux, trois champignons et on met deux, trois champignons dans son fumet de poisson. Attention, petite précision, prendre des champignons qui sont fermés, pas des champignons qui sont ouverts et dont l'intérieur est devenu gris-noir, hein, sinon votre fumet Ah va avoir une oui. vilaine couleur. Donc des Oui. champignons qui sont encore bien fermés. Si on fait une D'accord. recette de poisson ce jour-là, on peut très bien utiliser des pieds de champignons pour mettre dans le fumet, ce n'est pas un problème, hein. Alors Ouais. anciennement, on mettait du vin blanc, on mouillait à peu près avec un tiers de vin blanc et on mettait du citron. Alors je ne suis plus partisan de le faire. Pourquoi? Parce que le vin blanc, bien souvent, on mettait un vin blanc tout à fait ordinaire. Alors, il vaut mieux, quand on Oui. réalise la sauce poisson, utiliser un bon vin blanc et le choisir, et l'utiliser Oui. au dernier moment. Oui. Donc, on ne met plus de vin blanc, en tout cas dans la mise en place du fumet. De même, ne pas mettre de citron. Pourquoi? Parce que maintenant, toutes les sauces poisson se terminent au moment avec un petit peu de jus de citron pour donner du peps, pour donner un relief. Hum. Donc, Oui, ce oui. n'est pas la peine d'acidifier le fumet à Oui. l'avance. On le fait au dernier moment. Et alors, on met également un bouquet garni. Alors, le bouquet garni est un tout petit peu différent entre la France et la Belgique. Dans tous les cas, c'est de toute façon que de persil, un petit peu de thym, une petite feuille de laurier. La différence, c'est qu'en Belgique, on ne met que ça. En France, on met souvent le bouquet garni gainé dans une feuille de blanc de poireau. Bon, ça, c'est sa petite différence, mais Oui, ça ne avec un change peu de pas persil grand-chose. aussi. Ah, mais le persil, je viens de le dire, hein, donc des Ah, tu queues de viens de le dire, persil. pardon, pardon, Je venais de le excuse-moi. dire, mais je vais dire que Oui, oui. on habille un petit peu le bouquet garni en France. Il est un petit peu plus joli esthétiquement, Oui. mais comme on met quand même du poireau dans la préparation, ça ne change rien au niveau du goût. Je veux dire, Oui. Oui, oui. y a pas de différence. Alors, la D'accord. première opération consiste en principe à rincer ses arêtes. Pourquoi? Parce qu'on va éviter comme ça d'avoir, je dirais, je dirais, ou du sang, ou bien du liquide, je dirais, interstitiel du poisson, qui fait qu'après, ça Oui. fait beaucoup de mousse au niveau de la réalisation du fumet. Alors, anciennement, on faisait dégorger. Alors, le dégorgeage ou dégorgement avait comme objectif, c'était de purifier les arêtes. Pourquoi? Pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, d'une mauvaise conservation, ben, les arêtes, elles avaient tendance à bouger un petit peu, hein.
Donc on devait Ouais, les ouais. rincer, on devait les laisser sous l'eau courante pendant une demi-heure qu'on faisait couler tout doucement, bien entendu. On les remuait et ça permettait de les rincer convenablement. Maintenant, ce n'est plus vraiment nécessaire de le faire, hein. Oui, On les rince une fois, mais les faire dégorger pendant une demi-heure, ça n'a plus beaucoup de ouais, sens. ouais, ouais. Alors, on les concasse, ça se garde toujours, de manière, quand on a des grandes arêtes, ou des arêtes de grands poissons, à ne pas avoir des problèmes pour utiliser une casserole adaptée. On les concasse de manière à avoir plus facile. On fait fondre un petit peu de matière grasse, très peu, un petit peu de beurre, tout simplement, dans un Oui, faitout, dans une cocotte, dans une casserole, dans une petite marmite éventuellement, hein. Et quand le beurre est fondu, on ajoute tout simplement les arêtes, hein, on mélange et on fait suer un peu les arêtes à couvert. Donc, on va mettre un couvert, on va légèrement faire suer ces arêtes. Et puis, pendant ce temps-là, ben, on va émincer ces légumes. Donc, il y avait donc les oignons, échalotes, le poireau, le céleri, les champignons. Alors, au niveau des branches de céleri blanc, on va prendre plutôt la partie des feuilles. Pourquoi? Parce que la partie inférieure des côtes de céleri, on va plutôt l'utiliser pour faire les garnitures, hein. Donc, ah oui, on va d'accord. plutôt prendre la partie sommitale parce que les feuilles, on ne sait rien en faire et les toutes petites branches non plus, hein. Donc, on va Oui, oui, émincer ça. On va l'ajouter. On va également faire suer les légumes qu'on vient d'ajouter avec les arêtes. Et puis, on va ajouter le bouquet garni et on va mouiller. Alors, la quantité d'eau à mettre, elle est importante parce que la première erreur qu'on fait quand on croit bien faire, c'est de mouiller beaucoup trop. Et à ce moment-là, on a de nouveau ben, de l'eau aromatisée. Or, le but, c'est ouais, de faire quelque chose qui a du goût, hein. ouais, Donc, on va ouais. mouiller avec quoi? Avec de l'eau chaude d'une part, bouillante éventuellement, mais chaude, ça suffit, d'eau bien chaude. Et alors, pour, disons ici en gros, 1 kilo, 300-400 d'éléments, je dirais, de base, on va mouiller avec un grand, grand maximum entre 1,5 litre et 2 litres d'eau. Pas Oui, plus, hein. C'est pas la oui, peine de mettre 5-6 litres, ça oui, n'aura pas oui, oui, suffisamment de goût. Donc, un oui, litre et demi, c'est bien. On peut monter jusqu'à 2 litres, mais 1,5 litre, c'est bien. Alors, on oui, amène un frémissement, hein, on va augmenter la source de chaleur de manière à ce que ça arrive à ébullition, mais on ne va jamais laisser bouillir. Parce que si on laisse bouillir, on va avoir un fond qui sera trouble. Donc, donc on va ça, c'est très toujours, important. c'est très important pour tous les fonds, on amène à ébullition, mais après on coupe et on laisse frémir. Ça doit Oui, frémir, ça doit cuire gentiment, hein. oui, Et on va laisser cuire pendant combien de temps? Eh bien, écoutez, en règle générale, 20-25 minutes. La demi-heure, c'est déjà trop pour moi. Je dirais que l'idéal, c'est un maximum de 25 minutes. Montre en oui, main, dès que ça frémit, on laisse tirer pendant 25 minutes. Et puis après, on va filtrer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'accord, pour filtrer? On ne prend pas une passoire et renverser sa casserole dessus, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça à la louche. Pourquoi? Parce que en prenant à la louche, vous allez de nouveau garder quelque chose qui sera bien clair. Vous n'allez pas, je dirais, risquer de remuer et de passer au chinois de manière à presser convenablement. Non, on le fera plus tard. Vous expliquerez pourquoi. Donc, on va tout simplement prélever à la louche en prenant précaution, je dirais, de prendre ce qui est bien clair. Alors, oui, oui, autre chose que je n'ai pas précisé, mais qui peut être fait, quand vous amenez à ébullition, vous risquez d'avoir une petite écume qui se forme, hein, sur le dessus oui, de votre cuisson. Bien oui, entendu, vous prenez une écumoire, un récipient avec de l'eau chaude, vous trempez votre écumoire dedans et vous écumez soigneusement. Ça évite oui, d'avoir, je dirais, de la mousse qui se promène au-dessus et qui n'amène rien, qui au contraire va troubler votre fumée. Donc vous allez oui, avoir ce que j'appellerais un fumet de premier jet, hein. Ce sera le oui, oui, meilleur, ce oui, sera le plus fin, ce sera le plus concentré. Alors ce qu'on peut faire, c'est remouiller une deuxième fois. Alors, on remouille avec un tout petit peu moins d'eau, hein, on ramène de nouveau à ébullition, on laisse cuire. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un fumet de deuxième jet que j'appelle un fumet de pochage. Alors, le premier qui est plus concentré, qui est meilleur, qui est plus fin, vous vous en servez pour élaborer des sauces, mais vous pouvez bien sûr y pocher du poisson, il n'y a aucun problème, on est d'accord, hein. Mais comme il est meilleur, qu'il est plus concentré, on va plutôt s'en servir pour faire les sauces. Tandis que le oui, deuxième, qui lui va encore avoir du goût, mais un petit peu moins de goût, vous pouvez l'utiliser pour pocher vos poissons ou pocher divers produits, éventuellement pour mouiller du potage, hein. Vous devez mouiller une bisque, vous allez plutôt utiliser ça. Vous devez réaliser, je dirais, une préparation qui doit être moins typée en goût, ben, vous pouvez utiliser ce fumet de deuxième cuisson. d'accord, Voilà. oui, Et d'accord, d'accord. quand vous les congelez, différenciez bien Oui, le il faut fumet bien de première étiqueter, oui, cuisson et le fumet de oui, deuxième cuisson et vous les oui, utilisez de manière spécifique. Donc oui, voilà pour oui. le fumet de poisson. C'est pas la peine de le remouiller une troisième fois, vous n'obtiendrez plus rien. Oui, là, Les arêtes ont donné tout ce qu'elles pouvaient, hein. Donc il n'y a pas de problème. Donc voilà pour le fumet de poisson, ce n'est vraiment pas compliqué. Ça se garde pendant, disons, 2-3 jours au réfrigérateur. En principe, la loi maintenant prévoit qu'un fumet, un fond doivent être utilisés dans les 24 heures, hein.
Ça, c'est normalement la règle. Mais bon, je vais dire que si vous le mettez dans un réfrigérateur avec Oui, un couvercle bien hermétique, etc., bon, 48 heures, c'est pas un problème. Quand on n'a ouais, pas prévu de s'en servir tout de suite, on congèle après avoir laissé refroidir, bien entendu. Alors, le ouais, petit ouais, truc pour que ça refroidisse facilement, on met ça dans un récipient qu'on peut fermer hermétiquement, on place dans l'évier, on fait couler de l'eau froide, hein, et puis ça va tout de suite chuter entre oui, oui, 90, 95 degrés, pardon, jusqu'à une trentaine de degrés. Et puis, lorsque ouais, le gros de la chaleur des calories est parti, on peut à ce moment-là éventuellement mettre au réfrigérateur oui, et puis après ouais. congeler, bien entendu. Ça, c'est une base. Alors, je vais vous parler du jus de moule parce que le jus de moule est extrêmement intéressant. Parce que le jus de moule, en fait, il sert essentiellement à corser des fumets qui sont un peu faibles. Donc, un Ah, fumet qui est un petit peu léger, comme le fumet de deuxième cuisson, on peut le corser en utilisant un petit peu de jus de moule. Alors, quand on veut corser un fumet avec du jus de moule, on ne met pas moitié-moitié, hein. On met par hum, exemple un quart ou un cinquième de jus de moule avec le fumet de manière à le renforcer. C'est suffisant. ouais, Alors, le plus ouais, ouais. simple des jus de moule qu'on puisse faire, c'est tout simplement le jus de moule de la réalisation des moules marinières. Alors, Oui, quand on fait des moules marinières, je ne sais pas si la moule marinière est un plat extrêmement couru dans les Alpes, mais en tout cas en oui, Belgique, oh c'est le non, plat oui, oui, national, hein. oui, oui, on trouve beaucoup On en aussi. trouve quand même, oui. Oui, oui, Bon, oui. nous autres, on n'utilise pas les moules de Bouchon, on utilise les moules de Zélande, hein, Ah oui, bien pour faire sûr, pour oui, faire nous, ça. c'est Ce sont des Bouchot. moules différentes. Oui, oui, oui. Elles sont plus grosses, elles sont plus charnues. Alors, Oui, la réalisation n'est pas compliquée quand on veut faire des moules marinières, hein. On prend de nouveau du céleri, on prend, de l'oignon blanc, céleri blanc branche émincé, oignon blanc émincé. On fait oui. suer dans un peu de matière grasse. Alors moi, je vais vous dire, j'ai un petit truc, hein. Quand je me prépare des moules marinières, je fais d'abord cuire au micro-ondes le céleri et l'oignon un Ah, petit peu pendant 2 minutes. Et je peux vous dire qu'on gagne un sérieux temps, ça va beaucoup plus facilement par la suite. Alors, euh, oui. est-ce que peut-être on parlera dans un autre épisode des cuissons au micro-ondes. Ah oui, c'est une Parce bonne que thématique aussi, ça. oui, oui, non, ça m'intéresse beaucoup. Pardon, Guy, de t'interrompre sur ta lancée. Moi, je ne suis pas un adepte du micro-ondes et donc j'entends que toi, tu pratiques le Je m'en sers micro-ondes. tout le temps. Pas tout le temps, Ah, mais très d'accord. Donc, régulièrement. je Énormément, en suis tout cas. Je suis très intéressé de t'entendre sur ce sujet, toi qui es un professionnel, et je pense que nos auditrices et nos auditeurs seront aussi très intéressés parce que sur ce que tu nous diras de la cuisson au micro-ondes. Mais ça fera l'objet d'un prochain épisode. Tout Guy, à si tu fait. veux bien, pardonne-moi de t'avoir Il n'y a interrompu pas de mal, il n'y a pas de mal. sur la cuisson de l'échalote et de l'oignon au micro-ondes. En tout cas, donc, je prends donc de l'oignon et du céleri émincé, céleri branche, céleri blanc. Je les passe un peu au micro-ondes, selon la quantité, évidemment, 1 à 2 minutes, de manière à les pré-cuire parce qu'on gagne du temps après. Alors, quand on réalise des moules marinières, on nettoie bien entendu ces moules, hein, on les lave 1 fois, 2 fois, 3 fois selon ce qui est nécessaire. Et en principe, on doit les laver autant de fois que l'eau reste un petit peu trouble, donc l'eau doit être Oui, bien claire. oui, On met dans une casserole, en principe, il y a des casseroles à moule particulières, mais bon, n'importe quelle casserole fait l'affaire. On met un petit peu de matière grasse, on ajoute les légumes, on fait suer les légumes et ensuite on ajoute les moules et on couvre. Alors en Belgique, nous avons tellement l'habitude de manger des moules marinières qu'on a même des épices spéciales pour les moules en fait. ah Alors oui, les épices spéciales pour les moules, c'est un mélange d'herbes de toutes sortes, hein, dans lequel il y a de toute façon du céleri, il y a un oui, petit peu de piment rouge, mais très peu, il y a enfin plein ouais. d'herbes et ça donne vraiment un goût que nous aimons bien trouver. Bon, D'accord. donc on ajoute les moules. Est-ce qu'on met de l'ail ou pas? Ça, c'est vraiment une question d'habitude. Est-ce qu'on met du thym, du laurier? C'est aussi une question d'habitude. Moi, je mets toujours un tout petit peu de thym, quelques petites Ah oui, quand pincées de même. thym comme ça, vraiment. Mais c'est Ouais. c'est- c'est vraiment parce que Ça, j'aime bien. ça, ça ne perturbe pas le parfum Mais de la c'est-à-dire que moule? j'en mets peu, hein. J'en mets Oui, vraiment avec d'accord. parcimonie, hein. Je ne mets pas une cuillère à potage pour le kilo de Oui. moule, hein. Je mets vraiment la Ah petite oui. pincée à 2 doigts, hein. Il y a vraiment D'accord, quelques d'accord. brindilles de thym. D'accord, d'accord. On couvre avec un couvercle, on met ça sur le feu à forte chaleur et on Ouais. laisse cuire. Alors les moules marinières, ben, elles dégagent naturellement du jus de moule, hein, qui va rester nature. Alors si on veut avoir un petit peu plus de jus de moule, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute tout simplement du vin blanc. Alors on fait réellement des moules au vin blanc. Quand on
Quand on mange les moules par la suite, on boit une partie du jus des moules, et c'est comme pour le waterzo de tout à l'heure, dont j'ai un petit peu parlé. En principe, quand on sert des moules marinières ou des moules au vin blanc, on ne sert pas de potage dans le cadre du même menu. Oui, Parce que oui, la moule, c'est un plat qui se mange avec une sauce très allongée, qui est le jus de cuisson des moules. Donc ouais, forcément, on ne prend pas du potage en même temps. ouais. Alors, quand on utilise les moules et qu'on les mange, que ce soit en les mangeant avec des frites, avec du pain, avec tout ce qu'on veut, généralement, on n'utilise pas tout le jus des moules, on ne le consomme pas, hein. Oui. Donc, à chaque fois, il va vous rester un petit peu de jus de moule. Donc, ce qu'on peut toujours Moi, je faire, le bois, moi. ah ben bien sûr, moi j'adore aussi, mais ce qu'on peut faire préventivement, quand on ne l'utilise pas entièrement, c'est de le mettre en surgélation, hein, Oui, dans des petits pots, dans des petits bacs. Et alors, l'astuce, c'est de le mettre dans les anciens bacs à glaçons, donc les bacs oui, compartimentables. oui, Et oui, une j'ai fois fait que ça déjà, oui. le jus de moule est congelé, ben, il est très facile de défaire les glaçons, de les Oui. mettre dans un sachet, je dirais, collectif, hein. Et Mm. quand on doit renforcer une sauce poisson, on va rechercher 1 ou 2 cubes de glace de jus de moule et on corse comme ça sa sauce poisson. Mm, mm. Et ça, c'est un truc, c'est une astuce. Donc, Très bien. vous voulez, disons, avoir du jus de moule en quantité, vous mettez un petit peu de vin blanc quand vous faites des moules que vous allez consommer en tant que tels, et vous allez avoir comme ça du jus de moule au fur et à mesure. Mais il existe maintenant un fumet de moule spécifique. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je rassure quand même tout le monde, j'avais vu ça. Je me demande si je n'ai pas vu ça dans le cadre d'une émission avec Joël Robuchon à l'époque. Alors, Ah comment oui. fait-on? Bon, même chose, on part de la recette que je viens d'expliquer. Mais le mouillement, il se fait jusqu'à hauteur des moules à ce moment-là, jusqu'à affleurement des Ah, moules. Et qu'est-ce ah oui, qu'on c'est beau. fait? On mouille avec moitié eau et moitié vin blanc à ce moment-là. Oui, oui. On amène à ébullition, on laisse frémir, on cuit pendant une vingtaine de minutes, et puis après on récupère le fumet ainsi obtenu, hein, et on Ah, l'utilisera mais également de la même manière, c'est-à-dire soit comme base pour une soupe de moule par exemple, ou bien éventuellement on le congèle et il peut servir également à corser un fumet de poisson qui sera un petit peu trop léger. Alors la bonne d'accord. question c'est est-ce que les moules sont encore consommables après? Bon, Merci Guy, j'allais poser la question. ben je m'en doute. Alors les moules, une fois qu'elles sont trop cuites comme ça, et surtout pendant 20 minutes dans un liquide, ben, elles ont comme tendance à devenir caoutchouteuses, hein, Ah faut oui, ah reconnaître. oui, Alors, ah d'un point oui, de vue purement gastronomique, mais je dis bien purement gastronomique, on est censé les jeter. D'un point de vue tout simplement, je dirais, objectif, économique. Oui, économique cette fois-là, elles oui, peuvent se elles peuvent se récupérer. On n'a plus évidemment des moules, je dirais, bien moelleuses comme on aurait pu les avoir au départ. On a des oui, moules qui sont un petit peu caoutchouteuses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut faire sorte une salade de moules froides, hein, tout simplement. oui, On peut les oui, mettre en amuse-bouche. On peut ouais, également faire, bah, ça j'adore ça, ce sont des brochettes de moules. Alors, vous enfilez, ça marche évidemment beaucoup mieux avec des moules de type moules de Zélande qu'avec des moules de bouchon qui sont beaucoup plus petites, hein. oui, oui, Mais avec les moules de Zélande, c'est génial. Vous prenez un pic à brochette, vous enfilez comme ça une dizaine ou une douzaine de moules sur le pic à brochette. Ensuite, vous panez farine anglaise chapelure, hein. L'anglaise, ce sont des blancs d'œufs qui sont légèrement battus avec un filet d'huile, une pincée de sel. On pourrait éventuellement prendre de l'œuf entier, ça reviendrait au même, hein. oui, Donc farine anglaise chapelure, et puis après on les passe en friture. On sert avec ça une petite sauce tartare ou une petite sauce gribiche ou une petite rémoulade. Enfin, souvent c'est la sauce tartare qui est quand même la sauce qui est préconisée avec le poisson ou bien avec les crustacés. Éventuellement une sauce cocktail, mais c'est comme la sauce tartare que je mettrais de préférence. mm, Une petite salade et vous avez comme ça un repas du soir ou un encas vite fait. On peut même décongeler aussi, hein. Vous congelez des ouais, brochettes de moules et puis un jour vous ne savez pas que faire pour le repas du soir, vous sortez les brochettes de moules, vous les passez en friture rapidement et ouais, vous avez comme ça une petite entrée ou un petit plat, je dirais, oui, sympa, oui, oui, à oui, manger comme ça, voilà. en Ça, c'est effet, très pour sympa. le fumet de moule. Oui, Alors maintenant, il y a également le fumet de coquille Saint-Jacques. Alors là, ça ne peut évidemment se réaliser que lorsqu'on achète les coquilles Saint-Jacques en coque, hein. Si on les achète absolument. surgelées ou bien en noix, évidemment, on ne sait pas le Ça, faire. Alors, je oui, vais vous expliquer comment on fait pour réaliser ça et pour ouvrir les coquilles Saint-Jacques. Évidemment, donc encore une fois, il faut les acheter en coque, hein. oui, Donc, vous avez remarqué, Claude, que sur une coquille Saint-Jacques, vous avez deux valves différentes, une oui, plate et une creuse, qui est donc oui, bombée. Alors, lorsque la oui, coquille Saint-Jacques se trouve dans la mer, elle repose sur le côté creux, hein. Et le oui, côté plat, je dirais, elle va le fermer brusquement
de manière à pouvoir se déplacer. Il va y avoir comme ça une éjection d'eau due Mmh. au mouvement brusque de fermeture, et c'est ce mouvement dans l'eau qui va permettre à la coquille Saint-Jacques d'aller d'un endroit à l'autre, hein. Évidemment, Oui, c'est le eh, principe de la réaction. c'est le principe de la réaction. La coquille Saint-Jacques, elle a des yeux, mais les yeux sont à l'intérieur. Ça ne lui permet pas bien sûr de voir où elle va, mais enfin, elle peut comme ça se déplacer, Mais elle hein, y va. et elle y va. Bon, et elle y va. Alors, ce que nous appelons, nous autres, la noix de la coquille Saint-Jacques, en réalité, c'est le muscle qui sert à fermer la fameuse coquille Saint-Jacques sur Oui, elle-même, hein. Et ce que oui, nous appelons le corail, c'est-à-dire la partie rose, orangée, parfois un peu beige, parfois quasiment rouge, ce oui, sont les organes sexuels de la bête. OK? oui, oui, Alors, comment fait-on pour ouvrir une coquille Saint-Jacques? Bon, soit que votre écaillé va le faire à votre place ou votre poissonnier, mais c'est pas très compliqué. Il faut avoir un bon couteau avec une lame extrêmement flexible et plutôt longue. On appelle ce couteau-là le couteau filet de sol, hein. En tout cas, moi, c'est oui, celui que j'utilise. On va oui, mettre la coquille Saint-Jacques, le côté plat vers le haut, et on va introduire, parce que c'est toujours un petit peu, je dirais, irrégulier, on va introduire dans un défaut de la coquille, on va oui, introduire la lame, et puis oui, avec la lame, on va longer le plus justement, le plus proche possible, on va longer la partie plate de la coquille Saint-Jacques jusqu'à sectionner donc le fameux muscle. Alors à ce moment-là, la coquille Saint-Jacques s'ouvre et la bête apparaît dans le côté creux. Alors mon oui, patron m'avait montré comment lui pratiquait. Il pratiquait au doigt. Avec le pouce, il longeait la partie inférieure de la coquille à l'intérieur et il décollait la coquille Saint-Jacques, il décollait la noix de cette manière-là. C'était une manière de ne pas faire de gaspillage et de ne pas faire de perte. Parce que lorsque vous allez avec un couteau vouloir faire la même opération en bas qu'en haut, vous avez des difficultés. Le couteau, il a une lame qui est plate. Or, le oui, côté inférieur, il est bombé, il est creux. Et oui, votre oui, oui. couteau ne sait pas longer très facilement la partie inférieure. Donc, on faisait au doigt, hein, et c'est comme ça que j'ai toujours pratiqué. Donc, avec le Mais gras du pouce, on glisse le pouce le long de la coquille et on décolle la noix de la coquille de cette manière-là. Mais alors, attends, Guy, et pardon, est-ce que tu te sers de l'ongle pour légèrement, Éventuellement, éventuellement, mais c'était vraiment, ça n'offre d'accord. pas une résistance extraordinaire, hein. Donc Ah on se bon, je retrouve à pense, ce oui, oui, non, non, ça n'adhère pas de manière trop difficile, mais on peut se servir de l'ongle éventuellement. Alors, d'accord. on se retrouve avec toute la bête, c'est-à-dire, je dirais, aussi bien la noix blanche que le corail, que tout le Bien restant des sûr, organes de l'animal. Et à ce bien sûr. moment-là, il faut séparer le tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous remarquerez qu'autour de la noix, il y a une espèce, ce qu'on appelle des aponevroses, c'est-à-dire en fait une espèce de gaine, hein. Alors, on prend le couteau, on va fendre cette espèce de gaine par l'extérieur et on va l'enlever. Ce n'est pas compliqué du tout non plus, hein, et on va se retrouver avec la noix en main, hein, uniquement la noix blanche, et alors tout le reste va tomber, enfin, va tomber, va disons tomber au-dessus du récipient dans lequel vous allez Oui, le recueillir. oui, Vous prenez de nouveau un couteau pour récupérer le corail, qui sera oui, utilisé donc dans d'autres recettes. Et oui, il vous reste toute la partie, je dirais, qui n'est pas consommable en tant que telle. Et c'est avec oui. cette partie-là que vous allez réaliser votre fumet de coquille Saint-Jacques, qui est un Ah! fumet extrêmement fin, en fait. Oui, Est oui, un fumet oui, qui a un goût d'une finesse terrible, je dirais beaucoup plus fin que le fumet de moule, par exemple, qui lui oui, est plutôt costaud, hein. Donc, oui, de nouveau, vous allez vous retrouver avec ça. Vous allez utiliser les mêmes proportions que pour le fumet de poisson, donc l'équivalent d'1 kilo, plus un petit peu de céleri, un petit peu d'oignon, échalote, un petit peu de blanc de poireau. Et vous allez donc réaliser le fumet de coquille Saint-Jacques de la même manière que le fumet de poisson, à savoir que vous allez donc mouiller très peu, faire cuire, amener à ébullition, laisser frémir, passer, et éventuellement vous pouvez envisager de remouiller une deuxième fois en mettant un peu moins de liquide, tout simplement. Question, Guy, lorsque tu fais ton fumet de jus de coquille Saint-Jacques, combien de coquilles Saint-Jacques est-ce que tu Ah, travailles? alors ce qui on va prendre ça dans l'autre sens. On Oui, doit adapter le mouillement et la quantité de légumes à la quantité de coquilles Saint-Jacques qu'on a. À la limite, vous n'auriez encore que 8 ou 10 coquilles Saint-Jacques, vous n'avez pas forcément le kilo évidemment, hein. Vous bien n'aurez sûr, c'est pour peut-être que ça que 300-400 grammes. Donc à ce moment-là, oui, vous faites une petite règle de 3, hein, et vous dites, ben voilà, si je n'ai que d'accord, 500 grammes de parure de coquille Saint-Jacques, je ne vais pas mouiller qu'1,5 litre d'eau, je mettrai grand maximum 1 litre, éventuellement 3/4 de litre.
hein. Oui, oui, Et au oui. lieu de mettre 150 grammes, je dirais de comment dirais-je? Ou 125 grammes d'oignons, je n'en mettrai que 75 grammes. Donc on met un petit Ouais. peu moins à ce moment-là. On travaille à l'envers à ce moment-là. Mais D'accord, mais enfin, ce qui signifie quand même il faut quand même avoir, un ah, paquet de il faut avoir quelques coquilles Saint-Jacques évidemment, hein. ah oui, oui, mais c'est même Mais pas 1 kilo, non, il non, en faut mais je vais dire autrement. Imaginons que vous n'en achetez que, allez, bon, que 6 ou que 8 pièces, par exemple, hein, on va dire ça comme ouais, ça. ouais. Il n'est pas forcément requis de faire un fumet de coquille Saint-Jacques avec ce qui va vous rester. Vous mettez les parures au congélateur et quand vous faites un fumet de Ah poisson, oui! vous les mettez en même temps, hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est ça qu'il D'accord, faut faire en réalité, hein. d'accord, d'accord, d'accord. Donc Absolument. à ce moment-là, on ne fait pas un fumet de coquille Saint-Jacques spécifique, on Oui. utilise des arêtes de poisson plat un jour et on Oui. complète avec les parures de coquille Saint-Jacques qu'on met en même temps, hein. D'accord, Donc voilà, d'accord, d'accord. c'est ainsi Voilà. qu'on travaille concrètement. Et bien OK, voilà, OK. vous avez comme Ah! ça la manière de faire du jus de moule, du fumet de moule, du fumet de coquille Saint-Jacques et du fumet de poisson. Ah, ça c'est formidable parce que c'est Alors vrai que c'est toujours un oui, problème. On voit dans beaucoup de recettes, si on s'intéresse un peu à la cuisine, j'imagine que, nos amis qui nous écoutaient, vous êtes aussi confrontés à un problème, dit: «Ah mais il faut un fond de sauce, il faut un fumet, il faut un jus de ci, un jus de là» et on dit: «Beh oui, non mais d'accord, mais enfin bon mais le comment je jus, fais et où je le trouve en comment fait je surtout. fais? Comment je fais?» Bon voilà donc merci, ouais, merci beaucoup Alors Guy, c'est oui? peut-être encore une petite remarque, vous Je t'en trouverez prie. comme ça sur internet des recettes de fumet de poisson et alors certains grands chefs, mettent d'autres petites choses dans leur fumet. Il y en a qui mettent un petit peu de fenouil, il y en a qui mettent un petit peu de zeste d'orange ou de citron, il y en a Oui, qui mettent, un fragment de badiane, donc de l'anis étoilé. Oui, tout ça, ouais. ça se fait, hein, tout ça, ça existe, ça se fait. Moi Mais ici, je peut-être vous ai ça donné des recettes, je dirais, très neutres en fait, hein, qui sont multi-usages. Maintenant, vous oui. allez faire une recette spécifique dans laquelle de la badiane vient intervenir. Rien ne vous empêche de mettre, je dirais 2-3, pas 2-3 étoiles, mais 2-3 fragments de Ah badiane dans oui, votre parce fumet. que 2-3 étoiles, c'est Vous allez beaucoup, hein. oui, c'est beaucoup, hein, ça. Vous allez faire, par exemple, une recette, je prends un autre exemple, Paul Bocuse avait une recette de soupe de moule à l'orange qui est très bonne, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Bon, rien ne vous empêche de mettre un zeste d'orange dans votre fumet aussi ou dans votre jus de moule, hein, on est bien Oui, d'accord. Ici, j'ai donné volontairement une recette très neutre, très passe-partout, qui est vraiment oui, multi-usage, hein, donc oui, oui. soyons clairs, on peut toujours, je dirais personnaliser, la recette de base et y mettre ce qu'on a envie, bien entendu, hein. Mais alors Guy, ça veut dire que cette, personnalisation, va se faire au dernier moment? Mais Hein? il y a 2 possibilités. Je dirais qu'on peut la faire au dernier moment parce que, par exemple, vous allez avoir votre mise en place de fumet de poisson qui est au congélateur, hein. Bon, Et voilà. vous en avez fait 2 boîtes d'un demi-litre, hein. Imaginons que vous avez 1 litre à la fin Ouais, ou 1,5 litre, vous avez 3 boîtes d'1/2 litre. Bon, ouais, vous pouvez très bien l'utiliser pour une recette et puis pour faire une autre recette un autre jour. Si vous oui, aviez mis, par exemple, de la badiane ou bien du zeste d'orange, dans votre fumet au départ, ça marche bien pour faire un produit, une recette dans laquelle éventuellement de l'orange va intervenir. Mais si vous oui, voulez faire simplement une sole bonne femme, hein, champignons, échalotes, ben, le zeste d'orange, il va rien apporter de bien, la badiane non plus. Donc moi, je oui. conseille, c'est de le faire le plus neutre possible au départ et puis après, de le personnaliser au moment de la recette, selon ce que la recette demande, tout simplement. Guy, j'ai une autre question. Ces jus et ces fumets, évidemment, ça rentre dans après, dans la constitution des sauces que l'on va servir avec, les poissons ou différentes choses, toujours à base de poisson. Est-ce que, il t'est arrivé, de servir, par exemple, des légumes avec, ces sauces et ces fumets à partir des poissons, du jus de coquillage ou Alors, du jus de moule. bon, les grandes recettes de cuisine classique française, je vais prendre le cas, je reviens avec la sole bonne femme parce que c'est un exemple qui est parmi ceux qu'on apprend quand on est à l'école. Les recettes utilisent du fumet pour pocher le poisson et en même temps pour cuire les légumes. Donc, je vais Oui, prendre un exemple. Je vais donner un exemple concret. ouais, La sole donc de la mer du Nord, mais on peut faire qu'une sole d'Atlantique aussi, hein. La ouais, fameuse recette de la sole bonne femme, comment fait-on? On prend une lèche frite qu'on va beurrer, hein, on prend des échalotes, on prend des champignons qu'on va émincer tous les 2. Alors,
On met la sole, donc je dirais, entière, non levée en filet, mais on pourrait la lever en filet, mais on la met entière classiquement, hein. On a enlevé la peau Oui, brune, j'allais dire, tu as enlevé la peau au préalable. on enlève la peau brune, bien entendu. On Oui, écourte avec des ciseaux, on écourte, les oui. nageoires et on régularise un petit peu la queue. Bon, on plaque donc, c'est le terme technique, on va plaquer la sole dans la lèche frite. On va ajouter la garniture d'échalotes émincées et de champignons de Paris émincés. On va ajouter du vin blanc. Alors, on peut personnaliser, on peut faire ça avec un chablis, avec un morceau, avec, je dirais, un chardonnay si on n'a pas de vin spécifique d'une région. On fait ça avec un vin blanc sec de toute façon, hein. Oui, oui, oui. On considère qu'on va mettre un tiers de vin blanc et on va mettre deux tiers de fumet. On va mouiller avec Mhm. le fumet jusqu'à hauteur des éléments, donc aussi bien le poisson que les éléments, je dirais, de la garniture. On amène à ébullition et ensuite on glisse ça au four avec un papier classiquement, je parle de la recette classique, hein, avec un Oui, papier beurré dessus et on va cuire la sole. Bon, ensuite on va retirer la sole après cuisson, on va la garder au chaud et on va faire réduire le jus de cuisson obtenu avec les légumes. Une fois que c'est réduit à l'état quasiment sirupeux, on ajoute de la crème fraîche à 35 ou 40 de matière grasse et on va amener à la nappe, OK? À ce moment-là, oui, on prend un plat, bon, je parle de vous d'une recette classique ici, hein, vraiment la recette classique, un peu oui, façon Escoffier, hein, je parle pas des recettes nouvelle cuisine, hein. oui, 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 oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un plat, qui peut aller après au four ou à la salamandre, on va le beurrer très légèrement, on va déposer le poisson dessus. On a sa sauce qui est réduite, plusieurs possibilités, soit on met la sauce telle quelle et on envoie tel que, soit on va glacer le produit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va ajouter dans la sauce un petit peu, par exemple, de sauce mousseline ou un petit peu de beurre. Mais souvent, c'était de la sauce mousseline qu'on ajoutait, quelques cuillerées de sauce mousseline. On va l'intégrer et après, on va napper le poisson avec ça et passer le tout à la salamandre. Et on va, disons, très, 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 très légèrement gratiner la surface de la sauce Oui, au-dessus de la sole. Alors, dans oui. ce cas-ci, évidemment, on va servir forcément les échalotes, euh, et les champignons avec, hein, D'accord, d'accord, voilà. d'accord. Et dis-moi, en parenthèse, dans la recette que tu viens de nous citer, la sole bonne femme, elle est cuite beaucoup quand même, non? Alors, bon, anciennement, hein, je dis à Ouais. nouveau anciennement, parce qu'il faut quand même distinguer. Anciennement, on considérait que c'était à peu près 18 minutes de cuisson. Waouh, Maintenant, c'est beaucoup. ah Maintenant, on oui, a vraiment réduit les temps de cuisson. ah Je vais oui, ah prendre un oui, ah oui. exemple. Je vais prendre un exemple. Les consignes quand j'étais élève, hein, je parle de quand j'étais élève, hein, ici, pas quand j'ai enseigné. Quand j'étais élève, on disait un poisson comme la sole est cuit quand on ne distingue plus à l'arête de traces rosées. OK? Et Ouf. maintenant, on vous dit, il faut qu'on distingue une trace rosée à l'arête pour que le poisson ne soit pas surcuit. Vous voyez qu'on a vraiment changé de Absolument. paradigme, hein. On est passé Oui, d'une oui. cuisson qui durait pour des très grosses soles 18 à 20 minutes au four, on est Ouais. passé à 7-8 minutes grand maximum pour une grosse Oui, sole au oui, oui. four. Mais Ouais, encore une fois, ouais, maintenant, c'est encore différent. On ne réalise plus ce genre de préparation classique, hein. oui. Moi, j'ai appris quand j'étais élève, j'ai appris la cuisine classique française. Mais maintenant, on ne fait plus une seule bonne femme. Alors bon, qu'est-ce qu'on faisait également? On faisait une bordure de pomme duchesse, hein, sur le plat, Oui, hein. On oui. passait ça à la salamandre, on avait une bordure de pomme duchesse. Et puis le maître d'hôtel ou le garçon, le chef de rang en salle, qu'est-ce qu'il faisait? Hein, il avait préparé, je dirais, ses plaques chaudes, il avait préparé ses assiettes chaudes. Hein, il devait découper la sole. C'était souvent des sols de couvert, hein. Il devait découper la sole devant le client. Il dressait donc un filet supérieur. Vous savez que la sole, elle a deux types de fils, hein. Elle a des filets plus épais, des filets plus fins. Alors, soit qu'on Ouais. mettait un seul filet, le plus épais, et on faisait la repasse avec le filet plus fin, soit qu'on dressait directement les deux filets, l'un et l'autre sur l'assiette. Alors, souvent, on les Oui, mettait un petit peu je dirais, en triangle, un peu comme oui, comme les aiguilles d'une montre, finalement. oui, On les oui, croisait, oui, hein, et oui, oui, on nappait avec la sauce, je dirais, oui. et on mettait un petit peu de pomme duchesse en garniture. Bon, ça, Hmm. c'était la cuisine classique française. Maintenant, il n'y a plus aucun restaurant quasiment qui vous fait une sole avec des coupes devant le client, c'est terminé, hein. Et Ça oui. n'existe plus. Et alors, on voyait évidemment toutes les variantes autour de cette recette-là. On avait la sole Bercy, on avait la sole Bréval, on avait la fameuse sole du Gléré qui avait été créée par le chef du Gléré. Je pense que c'était au Café de la Paix à Paris, du Gléré, c'est là qu'il exerçait.
hein, donc il y avait la sole moitelle. Alors c'était toujours des variantes en fait. Il y avait toujours de l'échalote, il y avait parfois du champignon, pas toujours. Il y avait des tomates, hein. Alors bon, selon qu'on mettait champignons, des tomates, ça portait un nom, selon qu'on mettait échalote, des tomates, c'était un autre, Oui, champignons, oui, échalote, oui. c'était un autre. Ouais. Quand on ne Mm. mettait que de l'échalote, c'était Bercy, et cetera. On mettait un petit Ouais. peu de persil haché également. Bon voilà, c'était toutes les Ouais. Ouais. variantes de la cuisine classique qu'on retrouve dans le Gringoire ou dans l'Escoffier, c'était ça évidemment, hein. Ouais, 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 ouais. Eh bien, écoute, Guy, je te remercie beaucoup de nous avoir informés, éduqués sur les préparations de base, sur ces fumets, jus de coquillage et jus de moule. Et je vais surtout Euh, dire à nos auditeurs de ne pas oui, avoir peur de se lancer parce que au pire, d'abord, vous ne seriez pas raté, hein. Je veux dire, ça ne rate pas, quoi. C'est pas comme oui, une c'est un peu. préparation de pâtisserie où on peut se retrouver avec des dégâts, et rien savoir en Ouais, faire. ouais, Ici, ouais, ce que vous risquez d'avoir, c'est que si vous laissez cuire un peu trop longtemps, bah, vous risquez que ce soit un tout petit peu gélatineux, mais enfin bon, c'est c'est pas la mort, comme on dit. Et d'autre part, vous risquez éventuellement, comment dirais-je? C'est que ça ne soit pas suffisamment goûteux, mais bon, ouais, vous ne risquez pas de catastrophe extraordinaire, hein. ouais, Il y a rien ouais, qui risque de mal se passer. Le résultat ne sera peut-être pas celui que vous attendez, mais si vous respectez ce que je viens d'expliquer, vous aurez quelque chose de correct. Et surtout, faites-le à l'avance. N'attendez pas le dernier moment. Ne faites pas ça, je oui, dirais, la veille du réveillon, parce que le marchand de poissons n'aura peut-être pas le temps de vous garder des arêtes. Prévoyez oui, ça ici. Vous êtes à un mois et plus du réveillon. Demandez-lui maintenant s'il peut vous garder oui, des arêtes. S'il ne sait pas vous en procurer beaucoup, ben vous les congelez et puis vous en redemandez la semaine suivante et quand vous en avez suffisamment, vous le faites. Vous pouvez faire ça oui, avec plus qu'un kilo, évidemment. Faites ça avec 2 kilos d'arêtes, il y a pas de ouais, problème. ouais. Et vous Mm. aurez davantage de fumée à mettre au congélateur, hein. Ça se garde facilement et ça ne bouge pas. C'est très facile à utiliser par la suite. Parfait, merci beaucoup Guy. Eh bien voilà, nous arrivons au terme de cet épisode 36. Mes amis, l'épisode suivant, l'épisode 37, eh bien, Guy va nous parler du Waterzoid dont il a commencé un petit peu parler dans cet épisode 36. On vous souhaite de très très bonnes préparations, n'est-ce pas Guy? On souhaite de bonnes préparations de ces différents jus et fumées à nos amis. Et À bientôt alors, hein. à bientôt Guy, à bientôt chers amis pour les Waterzoid. C'est une rousse affriolante, la belle marchande de poissons. Elle a les mains un peu collantes et le teint hâlé d'un vieux pêcheur breton. Et tous les jours il la contemple, décongelant ses maquereaux. Il écoute sa voix qui l'enchante, plus douce qu'un violon alto. Elle est moule, elle est belle, elle est fraîche, ma moule. Oh, ça me tue. Le jour j'en rêve, la nuit j'en crève. Elle me rend fou, j'en peux plus. Car cette rousse impénétrable ne vit qu'à l'heure de la marée. Ses denrées sont si périssables qu'elle n'a jamais une minute à lui consacrer. Mais quelle conscience de poissonnière, elle soigne toujours ses bons clients. Quand ils ont un peu d'urticaire, elle rajoute un citron gratuitement. Elle est moule, elle est belle, elle est fraîche, ma moule. Oh, ça me tue. Elle sent le large, l'iode et les algues. Comment lui dire j'en peux plus. Oh, vous ma rousse inflammable, oubliez donc vos bigorneaux.
sa jolie voix caressante. Elle lui dit, je vois ce que vous avez. Manger de la pluie ou de la limonde, c'est très bon pour les décalcifier. Oh, je pêche dans les eaux troublantes de l'incommunicable